Là, en attendant que la salle sorte de sa timidité structurelle et coutumière et qu'elle pose des questions, je vais démarrer moi. Et donc, ce sera toujours pour mesdames, parce que donc on va venir, je pense à un moment sur la question des business models et de l'innovation des dirigeants, ou en tout cas de la façon dont certains peuvent regarder le monde avec des lunettes du 19e siècle. Mais il me semble que l'une comme l'autre, vous avez quand même à cœur vos publics cibles ou stakeholders. Enfin, ma première question sera, c'est quoi l'innovation sociétale, chère Catherine ? L'innovation sociétale, c'est aussi quelque chose que les industries minières extractives connaissent. Je dirais qu'elles le connaissent, à mon avis, quelques années après des industries comme le nucléaire, qui ont eu à se confronter à l'opinion publique, peut-être les premières, ou l'industrie chimique, ou le pétrole. C'est en clair les industries à risque et les industries à impact. Donc nous, dans l'industrie minière extractive, de plus en plus, et en particulier en accompagnement des grands projets, on développe tout un arsenal d'études préalables, des études techniques, des études d'impact en tout genre, de la biodiversité aux peuples indigènes, culture locale, aspects techniques, etc., etc. Et c'est bien de faire des études, mais ensuite, il faut en tenir compte dans le projet lui-même. Et dès le début, on met en place des structures d'écoute et de dialogue avec les parties prenantes locales. On a des travaux d'identification des parties prenantes et le fait pour des industriels, en particulier d'industries un peu traditionnelles, de faire l'effort de passer de l'autre côté de la table et d'aller demander aux gens ce qu'ils pensent de vous et ce qu'ils en attendent, ça a quand même été, à mon avis, une innovation assez radicale. Les grands groupes miniers internationaux le font. Alors on voit facilement dans la presse qu'il y a encore des choses qui se passent mal dans tel ou tel pays ou tel projet, mais sincèrement, quand on travaille avec eux, on voit que ça a beaucoup changé. Et nous, naturellement, comme on a la volonté stratégique de nous développer dans des nouveaux pays, on le fait aussi. Et on a par exemple un projet en Indonésie qui s'appelle Weda Bay, un projet de nickel, où il y a un travail considérable sur ces thématiques-là. Voilà. Est-ce que vous m'autorisez à réagir une seconde à ce qu'a dit M. Cohen sur les collaborateurs ? Les formations, c'est sûrement très important. Nous, chez Eramet, depuis quelques années, on a mis en place ce qu'on appelle tout simplement le Challenge Initiative avec un volet innovation, qui est que depuis quelques années, tous les ans, on demande à tous les collaborateurs de tout niveau de proposer des initiatives. On n'est pas les seuls à avoir ce genre de choses. Hein. Je sais que ça existe chez Suez ou chez d'autres industriels. Mais on a eu un succès considérable. On est à peu près 15 000 dans une vingtaine de pays. On est jusqu'à 200 initiatives. L'initiative, ce n'est pas juste une idée. Le dossier doit être structuré. C'est-à-dire qu'il doit être expliqué pourquoi, ça doit être mis en œuvre, il doit y avoir des résultats, etc. Et ça peut être de toute nature. Ça peut être du management, ça peut être technique, ça peut être environnemental, etc. Et je pense que, bon, ce n'est pas la réponse absolue, mais nous, on constate que c'est un outil extrêmement utile pour faire sortir les choses et les faire remonter. Voilà. Sophie ? Alors, en fait, nous, on en a un aussi qu'on appelle l'idée-clic. Donc, c'est sur cette idée, la même chose. Et par contre, on a été plus loin, puisque là, maintenant, on fait même du co-développement avec les salariés. Donc, c'est ce qui est quand même assez intéressant. Et en fait, c'est un des derniers développements qu'on a été amené à faire. Et c'est très, très intéressant. C'est extrêmement riche. Donc, les salariés, oui, sont une vraie richesse. Je suis entièrement d'accord avec vous. En ce qui concerne l'innovation sociétale, je dirais que surtout, nous, on accompagne une transformation de société. Donc, tout à l'heure, vous disiez... Vous voulez dire de France Télécom à Orange ? Là, moi, j'étais plutôt sur une mutation sociétale. Je suis désolée. Non, mais je vous en prie. De toute façon, c'est vrai que c'est un vrai changement aussi. Par contre, quand je parle de mutation, c'est qu'on a quand même une véritable mutation qui est apportée par le numérique au quotidien. Et donc, c'est cet accompagnement-là sur lequel moi, je me focalise de manière très modeste. C'est déjà très important. Tout à l'heure, vous me promptiez en disant, mais finalement, si on écoute les clients, finalement, on a pu l'opportunité d'avoir un Steve Jobs qui porte une vision. En réalité, ce n'est pas antinomique, pour une raison très simple. En fait, les clients, on les écoute, mais ça ne veut pas dire qu'on prend au pied de la lettre tout ce qui est dit. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans mon titre, vous avez vu, ça s'appelle Insight. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un métier avant tout de recherche et d'étude. Ce que dit un consommateur, c'est une donnée. Une donnée, dans un contexte, ça devient une information, ce qui est le métier de base d'Orange. Et une information qui se répète, ça devient quelque chose d'intéressant.
voyez, et c'est pour ça qu'on a aussi autant de consommateurs qui participent. Ça nous permet, on ne fait pas nos sondages comme les politiques, mais par contre, on en fait aussi pour nous. Donc c'est ça qui est intéressant, et je pense que ça nourrit, on va dire, des initiatives, et ça permet de créer, et j'espère en tout cas qu'on aura des belles créations à proposer prochainement. Ça fait partie en tout cas de nos enjeux. Donc l'innovation sociétale, oui, c'est un peu à quotidien de manière assez modeste, mais par contre, moi je suis toujours étonnée et particulièrement, on va dire, de tous nos consommateurs qui, même pour ceux qui sont peut-être les plus moins avancés, font des pas de géants au quotidien quand on les regarde de loin et de près. Vous voulez dire ça s'appelle un geek? Non, même pas. Je vous assure que toutes les personnes, sans forcément être des geeks, évoluent. Regardez aujourd'hui, ne serait-ce que... Regardez nos parents, regardez ce qu'ils font aujourd'hui, regardez ce qu'ils faisaient il y a encore 2 ans, il y a 5 ans. Vous voyez tous les changements qui se passent, ça touche tout le monde. Et je pense qu'il est complètement faux de penser qu'il y a uniquement les geeks ou les geekettes, puisqu'on les appelle aussi comme ça au féminin, qui évoluent. Ils sont importants, mais il n'y a pas que, et il faut penser aux autres. Et ce que vous disiez qui est intéressant, j'ai une question, mais je vais laisser. C'est la porosité maintenant, enfin une approche très poreuse avec l'environnement de la société qui existait peut-être pas auparavant. Monsieur Cohen nous le dira tout à l'heure. Vous vouliez réagir et je passe le micro à la salle. Il est où? Voilà. Oui, j'ai juste un élément pour rebondir sur ce que vous disiez sur le retard de la France par rapport aux autres pays. Moi, j'ai juste une remarque. En France, on a déjà beaucoup de boulets pour entreprendre et innover. Mais là, on s'en rajoute tous les jours. Alors, le dernier, qui est pour moi fondamental, c'est qu'on a rajouté dans la Constitution française ce qu'on appelle le principe de précaution. Alors, ça, c'est un boulet terrible. Je pense que Pasteur n'aurait pas inventé ce qu'il a inventé si le principe de précaution avait été dans la Constitution française. Donc ça, c'est un élément que je veux verser au débat. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on a le risque d'aller en prison à peu près tous les quarts d'heure. Mais là, on en rajoute encore. C'est-à-dire que plus on va investir, plus on prend des risques, et plus on risque d'avoir un souci, parce que maintenant, c'est dans la Constitution. C'est encore pire.